Ok. Tu vas filmer. Je reviens. Alors comment marche le micro par contre Yorana, bienvenue au musée. Ce soir, on a le... Ah, pardon. Ah oui, ça marche un petit peu. Effectivement. Donc voilà, vous êtes venus pour assister à une conférence donnée par Frédéric Torrent, anthropologue, docteur en anthropologie de l'Université de la Polynésie française. Il est également il est rattaché à la Maison des sciences de l'homme du Pacifique de l'université. Il enseigne à l'Université de la Polynésie française, à l'ICEP et à l'ISPO. Voilà. Donc voilà, vous connaissez le titre et le sujet, c'est sur les taouras, les esprits ancestraux-protecteurs. Cette conférence a déjà été produite il y a quelques temps, hein, c'était à l'université, à l'ICEP. Voilà. Et donc, étant donné le succès, voilà, Myriam Bono, notre directrice, a eu l'idée d'inviter Frédéric Torrent pour réitérer cette conférence et qui sera suivie de débats, de questions. Donc voilà, n'hésitez pas. Marie, je te laisse faire la question. Yorana tato pauroa te auni reimai te yepo. Kaua noi. E vovou mai o Frederic Torrent te prautana I e tumu prautama o taura o tatatou I te. E te tata e orometua haapi ona I roto e te pare haapi a te te tuatoro I te university te haapi a tuatoro I Punaawea e te haapi a tuatoro I Papeete. Wa vavo ina ona te e tuprau I te pare haapi a te te I Papeete e te mahana te po te piti a o tana vavaura. Na oto ia e whaar o mai, e whawao na tui te reo whrani, I muri mai e te veirat mahuira au, I tō nga roto e ui atu nā tui te reo teiti, e rea e nenhe. Maruru. Yorana, bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux ce soir. Je remercie d'abord la directrice Myriam Bono et toute l'équipe du Musée des Îles de nous accueillir dans ce magnifique musée avec des choses, des objets qui sont très prestigieux juste derrière nous et dans ce site également qui était un site sacré puisque certains le savent, on est sur l'emplacement du l'ancien marais Raiautaha au temps du réseau autour de Vavau et autour de Polopola. Donc merci de m'avoir présenté. Donc, effectivement, je suis anthropologue et c'est en toute humilité ce soir que je vais vous parler. Pourquoi parler de ces taura? Alors c'est les taura et pas les taura, hein, donc taura étant la corde, alors que taura est vraiment un concept qui est complexe et un concept dont il est difficile de parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a eu la christianisation, évidemment, on ne devait pas trop parler de ces choses-là avec les missionnaires, donc c'était plus ou moins interdit de parler de ces esprits-là. Mais également, on touche à une sphère qui est, vous savez bien, la sphère familiale, cette sphère qui est plutôt réservée et qui a quand même des secrets de famille, y compris dans un contexte où aujourd'hui les gens peuvent se déchirer par rapport aux problèmes de terre. Donc révéler son taura, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une survivance de la religion polynésienne pré-chrétienne. Une survivance, c'est-à-dire que le concept, malgré la christianisation, eh bien, va continuer à être très présent dans de nombreuses familles polynésiennes. De nombreuses familles, en effet, connaissent encore leur taura et le nom, parfois. Aujourd'hui, ce sujet, eh bien, c'est intéressant parce qu'il fait le lien entre la nature et la culture. Il est lié aux animaux souvent, pour la plupart,
Donc c'est très facile de l'utiliser pour l'éducation et notamment pour renouer, donc, pour recréer du lien entre les enfants d'aujourd'hui, leurs ancêtres et éventuellement les idées de ces esprits qui circulent. Alors cette conférence, elle est dans le cadre d'une première action de l'association que j'ai créée il y a 1 an, qui s'appelle Banana, qui est une association qui est destinée à développer, si vous voulez, à mettre en avant les sciences polynésiennes à part entière, c'est-à-dire que toutes ces sciences empiriques qui sont issues d'années d'observation, de siècles d'observation, eh bien, on veut les mettre en avant, surtout dans la communauté scientifique internationale, pour qui, quand on leur parle de sciences polynésiennes, ils sautent en l'air. Alors qu'il y a bien 2000 ans de contact avec l'environnement et des sciences à part entière qui sont les sciences polynésiennes. Donc on a commencé à faire ce projet-là à travers un projet pédagogique qui a été initié donc, au collège et au lycée polyvalent de Bora Bora. Et vu le succès qu'il y a eu, eh bien, on a pu étendre un petit peu ce sujet sur Tahiti. Alors, pour parler, oui, j'ai oublié de dire que là, c'est une conférence en français, mais à la fin, évidemment, il y aura, pour les questions ou les partages d'expérience, vous pourrez tout à fait vous exprimer en tahitien. Il y aura ma collègue Marie Teiki Toré qui va pouvoir traduire. Hein, voilà. Donc la religion polynésienne ancienne, il faut déjà, puisqu'aujourd'hui on est dans un monde chrétien, il faut avoir quelques notions pour commencer à aborder ce sujet-là, notamment ce continuum vertical qui existait entre le ciel, la terre, les profondeurs marines, en sachant que le monde des origines est en bas du tourbillon, et puis plus on va remonter vers le haut, plus on va aller vers les ancêtres, l'humain, les espèces vivantes, les éléments naturels, que ce soit de l'environnement visible et invisible, on va en parler, et également donc ces dieux, cette strate ou ces cieux qui sont empilés, hein, il y a toujours tout un tas de cieux, et c'est la demeure des dieux, la demeure de tout un tas d'entités qui vont circuler. Donc très important ce concept de religion qui est cette... chaque élément de l'univers est en liaison généalogique avec le suivant. Et ça c'est très important pour comprendre la religion ancienne. Et bien sûr pour comprendre encore aujourd'hui les survivances. Deuxième chose importante, c'est cette bipartition autrefois, mais encore aujourd'hui, entre le monde du visible et le monde de l'invisible. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui est Tepo, ce monde donc de l'invisible, mais aussi du surnaturel, ce monde qui est le monde des origines, le monde également des morts, hein, c'est le pays des esprits, mais aujourd'hui, quand on traduit Tepo, eh bien, on pense surtout à la nuit, à l'obscurité, mais il ne faut pas oublier que c'est le monde aussi du divin. Et de l'autre côté, vous avez ce monde de la lumière dans lequel on vit actuellement, ce monde du visible, le monde des humains, le monde du jour, mais surtout de la lumière solaire. C'est le monde de la vie, que ce soit de la biodiversité ou des humains, et donc c'est le monde où on vit actuellement. Et pour passer de l'un à l'autre, bien, par exemple l'homme, il va passer du pot à eau par sa naissance, il va voir le jour par le fait qu'il va apparaître dans ce monde, Whanau, et il va repartir après dans ce monde des origines de l'invisible, quand il va passer à la fin de sa vie, que son esprit, son valoir va se libérer, et qu'il va repasser donc dans il va cheminer à travers ce monde du pot. Il y a des astres également qui sont liés au pot, c'est la lune, puisqu'elle éclaire la nuit, et le soleil, lui, est vraiment l'astre qui va éclairer ce monde de la lumière. Et d'ailleurs, il a fallu arrêter la course du soleil pour qu'il y ait la succession des jours et des nuits. Vous connaissez bien tous le mythe de Maui. Autre chose importante, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, on peut arriver à peut-être mélanger les entités spirituelles d'autrefois. Il y a des termes très importants dans les langues polynésiennes qu'il ne faut pas confondre parce que chaque mot est très important. Et il y a un mot pour chaque chose, notamment quand on parle de Atua ou Etua en marquisien, eh bien c'est un terme qui est proto-polynésien et qui va être donc une divinité qui n'a jamais eu d'existence terrestre.
Donc il ne faut pas l'imaginer que par exemple Taharwa est quelqu'un de vivant. Par contre, il peut y avoir un Taharwa qui est un personnage aussi. Pareil pour le dieu Hiro. Hiro est un Aitu, la deuxième catégorie d'entité. Un Aitu, un Meitu, Oromaitu, ou un Etua au marquis, parce que c'est la même classification que les Atua. Eh bien, c'est un ancêtre déifié. C'est pas du tout la même chose. L'ancêtre déifié, lui, a eu une existence terrestre et il a été tellement prestigieux à une époque qu'il est devenu lui-même à son tour un dieu. C'est par exemple le dieu Hiro, mais il y a un ancêtre Hiro aussi à Bora Bora et Raiatea, et qui a essaimé partout en Polynésie. Troisième catégorie importante d'entités que l'on appelle les Tupua. Alors c'est les Tipua en Nouvelle-Zélande, ou les Tuputupua au Tuamotu, ou un petit peu partout. Eh bien ça vient du terme Tupu, qui est donc une forme émergée dans le monde de la lumière, ce que je vous disais tout à l'heure dans le schéma, où cette entité spirituelle est une entité autonome, elle va se déplacer parmi les vivants. C'est un esprit qui peut animer par exemple les éléments de la nature. Par exemple, vous avez Kana, qui est un Tuputupua qui va faire vivre le corail. C'est l'esprit du corail. Sans cet esprit-là, bien le corail ne poussera pas. C'est des concepts d'autrefois, bien sûr. Et dernière catégorie, celle qui nous intéresse ce soir, eh bien, c'est la catégorie des Oromatua, Aumatua Awaya, ou Taura, c'est donc le sujet qu'on aborde ce soir. C'est vraiment un esprit ancestral, donc c'est l'ancêtre qui va se manifester dans le Ao, dans ce monde de la lumière, dans le monde des vivants. Par exemple, vous connaissez tous le chien Pihoro, qui est donc le protecteur de clan de Punavuya, mais pas que de ça, puisque ce clan a essaimé un petit peu partout, à Tahiti et ailleurs. Donc voilà, chaque fois qu'on parle d'une divinité, d'un dieu, il faut vraiment employer le terme approprié pour ne pas qu'il y ait de confusion. Évidemment, aujourd'hui, le dieu chrétien, c'était à toi, avec tout un tas d'épithètes, mais dès qu'on commence à parler de Aitu, de Tupua ou de Oromatua, eh bien, on sait de quoi on parle exactement, notamment dans les mythes ou toutes les histoires qui sont très importantes. Voilà. Également, pour réfléchir sur les Taura ce soir, il faut avoir à l'esprit deux concepts religieux d'autrefois essentiels qui sont encore valables aujourd'hui. C'est le principe d'incarnation, donc embodiment en anglais, par lequel les esprits ou les dieux sont censés utiliser une forme animale comme représentation matérielle. Donc c'est une incarnation. À ce moment-là, l'animal, qui est un animal normal, enfin entre guillemets, est investi par l'esprit ancestral au moment de la manifestation matérielle. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez un Taura, vous avez votre animal par exemple qui est un requin Taura, eh bien il va être investi le temps de la manifestation, mais après il repart. D'accord? Donc c'est une manifestation matérielle dans une circonstance donnée. Également l'objet religieux, et Dieu sait s'il y en a dans ce musée, et des objets très prestigieux, eh bien ces objets religieux sont investis par le Atua uniquement au moment du rite. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement sacrés au moment du rite, et une fois que le dieu est sorti de son image, eh bien il redevient à peu près noir, en tout cas, même s'il est conservé dans des endroits quand même tapous, c'est une incarnation qui est temporelle. Donc vous voyez qu'on peut passer de l'immatériel au matériel tout à fait facilement. Deuxième principe religieux ancien qui est important, c'est vraiment ce terme de Atta. Alors c'est pas Atta le sourire, hein, c'est vraiment la manifestation du visible, la manifestation visible de l'invisible. C'est-à-dire que l'animal, par exemple, est l'avatar de l'esprit ancestral, et le Atta d'un dieu est sa forme visible par les hommes. Par exemple, le Atta de Taharwa, ça peut être un oiseau, ça peut être une baleine ou un requin. Vous avez par exemple aussi le Atua Mao, qui s'appelle Ire, le dieu requin, qui est le requin bleu, donc qui va être son Atta, c'est-à-dire sa manifestation visible. Alors il y a d'autres termes que Atta, mais bon, on ne va pas tous les développer. Hein. Mais en tout cas, c'est important de comprendre que, à l'image de ce Bernard Hermite que vous avez en photo sur cette diapo, eh bien, l'esprit est le Bernard Hermite qui va pouvoir changer de coquille à volonté.
Et ça, c'est un principe qui est fondamental pour comprendre autant la religion ancienne qu'aujourd'hui, les croyances d'aujourd'hui dans ce monde chrétien. Donc cette image du Bernard l'ermite va changer, l'esprit va changer de coquille comme il veut. Il va s'introduire dans un requin, puis après dans un homme, etc. Et il parlera à travers sa bouche. Donc ça, vous voyez que de suite, là, on peut évoquer ces pratiques dites de possession ou de sorcellerie. Mais ce n'est pas l'objet de ce soir. Également, il faut comprendre que lors des rites sur les sites sacrés, notamment les marais, eh bien, il y a un lieu pour chaque chose. Notamment, tout était bien séparé, clair autrefois, en sachant qu'il y a des lieux tapous, donc qui sont interdits parce qu'à caractère sacré, et des lieux qui sont noirs, c'est-à-dire accessibles à tout le monde, en temps normal. Et les marais sont des lieux de communication entre le visible et l'invisible, où chaque fois qu'il y a une cérémonie, eh bien, tout le monde est convoqué en même temps, que ce soit les vivants, que ce soit les ancêtres totémiques sur leur ounou, c'est des espèces de poteaux, que ce soit les ancêtres très prestigieux qui vont investir leurs pierres sur le marais, ou que ce soit les ancêtres divinisés qui vont investir les pierres qui sont sur le haut du marais. Chacun a sa place, et ça c'est très important pour comprendre aujourd'hui la religion ancienne. Également, tous ces rites vont être chaque fois conduits par des experts. Alors on parle de Tahua à Tahiti, ou de Tahunga, ou de Tuhuka, peu importe, ce sont des experts dans le religieux. Et ces personnages aussi sont eux-mêmes tapous, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une vie comme les autres, ils sont dans des lieux tapous, normalement, comme les Motu tapous, etc. Et donc les Taura, c'est à la fois ces esprits dont on va parler ce soir, mais aussi ce sont des experts en divination, des sortes de chamans. Et aujourd'hui, on a beaucoup de traditions aux marquises. Alors vous savez qu'il n'y a pas de R, donc on parle de Taoua. Ces Taoua sont aux marquises des grands prêtres qui étaient même divinisés de leur vivant, ce qui est quand même assez exceptionnel en Polynésie. Donc voilà, chaque chose à sa place, chaque terme est très important pour comprendre ce qui va suivre. Deuxième partie de la réflexion, c'est sur l'animalité polynésienne. Que sont les animaux en Polynésie, dans toute la Polynésie, la grande Polynésie, que ce soit occidentale ou orientale? Eh bien, ces animaux sont toujours décrits à travers, très précisément et de façon scientifique, par la mythologie, où on a dans les mythes toute la façon de se comporter par rapport au tel animal, par exemple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les mythes, il ne faut pas les prendre pour des légendes ou des histoires pour enfants, parce que c'est des histoires sacrées, c'est toute la voie d'une culture et l'apprentissage d'un comportement par rapport au tel animal. Tout est dit dans les mythes, seulement le problème c'est que les mythes aujourd'hui, ils s'effritent, hein, et on se bat aujourd'hui depuis longtemps pour les maintenir. Dans la religion ancienne également, les animaux étaient très importants, on va le voir, et dans les rites également, les animaux participaient aux rites, notamment, vous connaissez les poids, les cochons, les tortues qui étaient sacrifiées sur les marais, au Tuamotu ou ailleurs, et tout un tas d'autres animaux qui participaient à la religion ancienne dans les rituels. Alors, par exemple, pour vous donner une idée de la science polynésienne d'autrefois, eh bien, dans la terminologie proto-polynésienne, c'est-à-dire de l'origine des langues, donc qui est située au début des migrations, eh bien, on a deux termes qui sont séparés. Vous avez les créatures marines qui vont se déplacer en nageant, qu'on appelle Ika ou Ia, donc les poissons. Mais les poissons, c'est pas que les poissons. Curieusement, en polynésien, les tortues, les baleines, qui sont les cétacés, les tortues les reptiles, eh bien, sont aussi des poissons. Donc des Ia, placés dans cette catégorie. Pourquoi? Et les requins aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont des nageoires. Et du coup, ils sont pêchés uniquement par les hommes autrefois. Et de l'autre côté, vous avez toute la catégorie des espèces marines qui sont, elles, des créatures marines en général invertébrées, qui sont stationnaires ou qui vont se déplacer en rampant ou en grimpant. Elles ont souvent une coquille, donc c'est tous les mollusques, les crustacés, etc. Tous les vers marins, les holocuriens, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et ça, dans tout le Pacifique, eh bien, c'est les femmes qui vont s'occuper de cette collecte des animaux marins, donc qui n'ont pas de nageoires, avec les enfants également, notamment sur les récifs.
Voilà, donc ça, c'est des systèmes de classification importants, et dans l'animalité, c'est très important. Au niveau des espèces terrestres, c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez les espèces des oiseaux, par exemple, vous avez aussi des classifications entre surtout les oiseaux terrestres et les oiseaux marins. Mais comme la Polynésie est pauvre en espèces terrestres, à part les chiens qui ont été importés, les porcs qui ont été importés ici sur les pirogues, eh bien, la faune est très pauvre finalement. Pour comprendre également cette relation avec les Taura, eh bien, il faut essayer de comprendre que, alors ça c'est un schéma qu'on enseigne donc à l'université dans l'anthropologie de la nature, peu importe, mais il faut comprendre que par exemple, pour un Européen, quand il va se trouver face à un requin, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va se mettre à paniquer parce qu'il a vu les Dents de la Mer. Hein. Depuis ce film des Dents de la Mer, c'est une catastrophe. Et il va voir un requin, de suite il va paniquer parce qu'il va avoir peur de se faire mordre ou déchiqueter. Que fait un Polynésien quand il voit un requin? Eh bien, soit, enfin, en tout cas autrefois, mais encore aujourd'hui, soit il va le prendre pour l'incarnation d'une divinité, un Atua Mao, un dieu requin, soit il va le prendre pour un esprit, soit un ancêtre messager, un Taura requin, soit il va le prendre pour un requin parce qu'il a un comportement qui est normal. Donc si le requin a un comportement bizarre, il ne va pas être pris pour un vrai requin, il va être pris pour un dieu ou un esprit. D'accord? Voilà comment les gens réagissaient autrefois. Et donc du côté de l'homme sur les animaux, eh bien, il va exercer une prédation par la chasse ou la pêche. Il va exercer une relation de commensalité, c'est-à-dire qu'il va vivre normalement à peu près en harmonie. Et il y a également cette relation qui est totémique, alors sur le totémisme on en parlait, prendre l'animal pour son totem. Et également, parfois, l'homme peut aller jusqu'à donc c'est des relations d'homologie, c'est-à-dire qu'il peut aller s'identifier, par exemple, au requin Parata pour les guerriers de l'atoll de Hana autrefois, qui étaient carrément vêtus à la guerre de costumes en peau de requin, etc. Donc vous voyez que ça va très loin, les rapports entre l'homme et l'animal, surtout en Océanie, parce qu'il y a une grande connaissance depuis 2000 ans de toutes les relations entre les humains et les animaux, et vice-versa. Et ça, encore une fois, je le dis, pour les enfants qui sont là, allez chercher dans les mythes, tout est écrit. Autre chose importante, eh bien, c'est la forme corporelle visible. Donc ça, il faut bien comprendre. Donc la coquille, c'est le huru, donc, qui va distinguer l'animal de l'homme. On a vu tout à l'heure le Bernard Lermite, la coquille, eh bien, c'est le corps. C'est la forme corporelle visible, le contenant. Ce corps, eh bien, il va émerger dans le monde de la lumière, par la naissance, par exemple, où il y a des entités qui sont créées, qui ne sont pas par la naissance, bon, peu importe, et il va avoir une forme spécifique. C'est par exemple une forme humain, une forme requin, une forme crabe. Et également, dans cette coquille, il va y avoir une intériorité, donc un contenu, c'est évidemment, vous savez bien, que c'est l'esprit, l'âme, et en tout cas traduit en français, mais est-ce qu'il y a une âme en polynésien au sens européen? C'est difficile, en tout cas on parle de varua. Ce varua est donc cette intériorité qu'il y a, qui va faire fonctionner toute espèce du vivant, mais aussi, par exemple, vous savez que chaque île, et ça c'est à travers le révérend Gell aux îles Cook, on sait que même les îles ont une forme particulière et un esprit. Par exemple, l'esprit de Rarotonga, eh bien c'est Tumut et Varo Varo. Voilà, donc pour vous dire que c'est très important, ça va très loin pour ce concept d'intériorité ou d'extériorité. Et également, alors ça c'est chaque être vivant, a ce que l'on appelle une énergie vitale. Cette énergie vitale aujourd'hui est toujours confondue avec le mana, parce que c'est le mana à toutes les sauces. Mais attention, l'énergie vitale, le maori ou le maori aura, eh bien, c'est un peu comme une pile, c'est-à-dire que là aujourd'hui on a la forme, on va être en pleine santé, puis le jour où on est malade, le maori va commencer à baisser, et puis quand on est mort, il n'y a plus de maori du tout. C'est pas du tout du mana, c'est votre énergie vitale qui va vous animer et qui va vous faire vivre. Pareil pour les animaux, s'il n'y avait pas le maori de la forêt, eh bien il n'y aurait pas d'oiseaux.
Et dernière chose importante, c'est le principe vital. Alors c'est différent de l'énergie vitale qui elle est pérenne, alors que qui est temporaire, alors que le principe vital, lui, va perdurer dans les reliques des morts, et c'est pour ça qu'on les conserve, cachés dans les falaises, ou dans les taux, etc., de ce musée, parce que, justement, ce principe vital qu'on appelle Iho va être ce qui va perdurer après la mort. Donc imaginez les problèmes de la crémation, par exemple, aujourd'hui, ici, ou l'incinération. Parce que si vous brûlez le Iho, bien, vous avez perdu la trace de vos ancêtres. Voilà, donc ça, c'est des choses très importantes pour comprendre de quoi on va parler à l'instant. Du coup, qu'est-ce que c'est que le Taura? Eh bien, c'est quand même un peu complexe. C'est effectivement quelque chose qui est à cheval entre le monde du visible et de l'invisible. On a au départ un esprit ancestral. Alors cet esprit, il est passé au stade de Oromatua, c'est-à-dire que non seulement le Valois s'est séparé du corps quand il est mort, mais après, il va avoir un cheminement vers le pot qui peut durer un certain temps, ça peut aller jusqu'à 2 ans, et il va passer au statut de Tupuna, d'ancêtre. Mais c'est le statut de Oromatua. Donc finalement, c'est un esprit d'un mort, mais qui peut se manifester parmi les vivants sous forme de Taura. Donc on parle de Fa'atino, donc cette incorporation, il va investir l'animal, un animal particulier, et il se trouve que cet animal, c'est votre ancêtre. C'est lui qui est à l'origine de votre lignée, de votre lignage. Alors on parle de Hati ou Ngati au départ. Et donc c'est cet animal qui est individuel. C'est un individu, c'est pas l'espèce entière. C'est pour ça que vous donnez un nom. Et normalement, votre Taura, il a un nom. Individuel, c'est un individu. Et donc, du coup, cet animal va être le véhicule de votre ancêtre. Et c'est là qu'on parle de Taura, c'est-à-dire que c'est un animal qui est investi, ou un phénomène qui est investi par un dieu. Un dieu, bien sûr, familial. Alors, ce Taura, eh bien, il peut avoir 2 effets. Soit il a un effet protecteur. Évidemment, il va revenir parce que vous êtes en train de vous noyer, par exemple, et donc il va venir vous récupérer, vous amener à terre sur son dos, ou en tout cas, c'est ce que racontent les gens. Ou alors, il peut avoir aussi un effet destructeur envers ceux qui vont vous attaquer. C'est un peu comme votre chien de garde. Hein? D'accord? Si jamais on vient vous attaquer, eh bien, votre Taura peut tout à fait aller se déchaîner sur ceux qui vont violer votre propriété ou violer votre famille. Également, pour ne pas qu'il se déchaîne justement contre soi, eh bien, on va toujours faire des offrandes à ce Taura. Et encore aujourd'hui, ici, pas trop, quoique parfois au Toronto, il y a ces pratiques-là, mais surtout dans l'archipel de Hawaï, eh bien, les gens font des offrandes à leur Aumapua, c'est-à-dire le Taura. Pourquoi? On fait des offrandes propitiatoires, c'est-à-dire qu'on va donner des cadeaux, donner à manger, donner de l'alcool, en tout cas du kava. Pourquoi? Pour que ces ancêtres soient satisfaits, de façon à ce qu'ils ne se déchaînent pas sur les familles. Donc cet effet à la fois protecteur et destructeur, c'est très important, il y a les deux toujours dans la religion ancienne. Et aujourd'hui, eh bien, le Taura est surtout assimilé à un tapao, c'est-à-dire à un signe annonciateur, ou un présage, ou un cri, un rêve. Et donc du coup, cet ancêtre va être le messager venant annoncer quelque chose. Du coup, on a vraiment cette image, ça c'est aussi un artiste hawaïen, Herb Canet, qui a fait des magnifiques représentations, où on a au départ l'esprit ancestral, le Matua, qui va investir l'animal, donc là ici c'est le requin, et vous voyez que ce personnage-là, il va nourrir son requin ancestral, et donc ce requin, là c'est le requin tigre, va être la forme incarnée de son ancêtre. Donc là on parle de Taura, de Tuputupua. Voilà une magnifique image également, qui montre pour les enfants, ou même les plus âgés, qu'on ne fait aucun acte autrefois de la vie quotidienne sans être poussé par ses ancêtres. C'est-à-dire son double qui est derrière, qui va jeter le filet ou jeter la lance si on est à la guerre. D'accord? Ça c'est aussi important. Bon, aujourd'hui, bien sûr, ça a tendance à disparaître. Mais l'ancêtre est toujours là, normalement, dans la religion ancienne.
Alors, troisième chose importante, quand on parle de Taura, eh bien, c'est effectivement ce que l'on pourrait rapprocher au terme anthropologique de symbole totémique, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'un totem? Eh bien, là aussi, c'est compliqué en anthropologie parce que le totémisme, ça fait l'objet de débats anthropologiques depuis, qui sont étalés sur près d'un siècle. Et on s'est aperçu que finalement, le totem, c'est bien, mais c'est pas tout à fait ça quand même. En tout cas, de quoi il s'agit? Un totem, c'est un être mythique qui peut être un animal, qui peut être un végétal, notamment à Tikopia, hein, il y a beaucoup de végétaux, ou en Mélanésie, ou qui peut être un phénomène naturel, par exemple tel nuage rouge. On va le voir tout à l'heure. Et donc cet être mythique va être considéré comme l'ancêtre éponyme, c'est-à-dire qu'il va donner son nom au clan dont on descend. Et du coup, cet esprit va être l'esprit protecteur du clan et il va être vénéré comme tel. Également, on parle de représentation concrète d'un être, d'une espèce animale ou végétale, ou parfois une chose qui va incarner l'esprit des ancêtres et qui va servir d'emblème, finalement, à une tribu ou un clan. Donc finalement, le Taura, c'est quoi? Eh bien, c'est l'animal symbole auquel on est lié. Il y a un rapport de parenté, ça c'est très important, on est dans le totémisme. Deuxième chose, c'est que c'est un animal qui est un individu et non pas celui de l'espèce entière. Donc du coup, il va porter un nom particulier. Et ce nom, il est souvent secret, on ne peut pas le révéler. Hein. Et également, on n'a pas le droit de manger son Taura. Hein, parce que sinon, on mange son propre sang. Du coup, l'espèce en question eh bien, est interdite à la consommation. Par exemple, tel le requin eh bien, est interdit pour la famille en question, ou la tortue, on n'a pas le droit de la manger parce que c'est son ancêtre. Non seulement de la manger, mais de la tuer aussi. Hein. Parce qu'on ne mangeait pas seulement les animaux autrefois, on utilisait les animaux pour leurs parties corporelles, les dents de requin, la peau, etc. Vous imaginez que les oiseaux pour leurs plumes, du coup on ne mangeait pas seulement, on utilisait aussi, on tuait les oiseaux pour leur caractère, les plumes qui étaient des plumes sacrées. Donc également, eh bien, sur ce Taura, on lui vouait une crainte respectueuse, donc du coup on lui faisait des offrandes. Alors si vous prenez le dictionnaire de l'Académie tahitienne, eh bien, on trouve la définition de Taura par totem ou dieu tutélaire. Dieu tutélaire, c'est-à-dire un protecteur familial. Donc ici, c'est l'exemple de Pihoro, puisque c'est un Taura très important. On va en reparler tout à l'heure. Paul Otino, qui est un anthropologue qui a travaillé dans les années 60 sur la toile de Rangiroa, eh bien, définit comme un symbole attaché à des personnes, des groupes sociaux ou géographiques. Et ces symboles sont quasi exclusivement des espèces animales. C'est pas comme en Mélanésie où on a des plantes. Pourquoi beaucoup d'animaux? Eh bien parce que les animaux, ils sont actifs, ils ont un comportement face à l'homme. Une plante, évidemment, elle est beaucoup moins active qu'un animal. C'est-à-dire qu'elle peut réagir, mais beaucoup plus longuement, sur une longue période. Donc les Taura, pour Paul Otino, sont différenciés, et donc certains sont liés à des lieux, et d'autres à des familles particulières. Donc, vous voyez, il y a des Taura qui sont attachés à des familles, mais il y a aussi des Taura qui sont à l'ensemble d'une île ou une région géographique. Alors je vous disais qu'il y avait l'autre terme qui est très lié au Taura, c'est le terme de Tapao. Donc du coup, cette appellation de signe de manifestation, c'est une seule conséquence du Taura, hein, c'est un des aspects, c'est pas tout. Mais effectivement, c'est pris comme un signe qui est indéniable, et donc ce n'est qu'une fonction des Taura. Alors quand on parle de Taura, c'est le terme aux îles de la Société, ou dans la zone du Mihiroa, où on parle le Mihiroa, donc au Tuamotu. On parle de Tuputupua beaucoup au Tuamotu. Aux Marquises, on parle de Paioio, on va voir le nom à peu près d'où ça vient. À Hawaï, on parle de Haumakua, donc c'est vraiment le Kolomatua. Hein. Et chez Maori, ils parlent beaucoup de Tipua. Il y a d'autres termes également, suivant les tribus, là aussi ça change. Hein. Et suivant les tribus qui sont venues d'ici, eh bien, forcément, on retrouve les mêmes termes. Et ça, c'est vraiment l'esprit qui est incarné. Et quand on parle du Valois, donc de l'esprit lui-même, c'est l'esprit du mort, c'est le Oromatua, Kolomatua, Vehine He aux Marquises, ou
Chez les Maoris aussi, on parle de Tanifa. Tanifa, ce sont des espèces de monstres aquatiques qui sont des défenseurs de zones taboues. Par exemple, il y a des Tanifas pour les rivières, des grosses rivières, qui vont défendre les territoires en question. Donc vous voyez qu'il y a une multitude de mots qui vont finalement faire des nuages de mots, mais qui sont tout à fait liés. Et dans ce mini-mélo, eh bien aujourd'hui, on voit qu'il y a une évolution du concept de Taoura, en sachant que de Valois, eh bien on va passer à Valois-Hainaut. Pourquoi depuis l'évangélisation? Parce que tous les esprits d'anciens ont été relégués dans le pot, ils sont des êtres maléfiques. Et on va passer du terme de Tupuna, de Olomatoa, au terme actuel de Tupapao. Et ce Tupapao, ou carrément parfois des Tiaporo, les diables, eh bien ces termes-là sont une évolution depuis les concepts chrétiens d'entités qui sont autrefois pas du tout maléfiques, puisque le mal n'existe pas, mais qui sont dangereuses pour les vivants. C'est différent. Et du coup, comme conséquence des Taoura, on a le Tapao, donc ce signe qui est parmi les vivants. On a cette fonction de Tia'i ou Tiaki, le gardien, ou cette fonction de Tanifa, où on a trouvé le terme Tania, ici, je ne sais pas si vous connaissez. Tania, apparemment, aux îles de la Société, c'est également la dérive du mot Tanifa, qui est un monstre aquatique gardien. Donc du coup, en résumé, ce Taoura, alors là vous avez par exemple l'image d'un requin, c'est le plus simple, parce que c'est les Taouras les plus nombreux. Soit vous avez un effet positif religieux qui va être un effet protecteur. Ce requin, votre requin personnel va vous avertir d'un danger, donc là c'est le signe. Il va vous prendre sur son dos parce que vous êtes en train de vous noyer dans la passe. Ou alors il va guider votre chemin si vous êtes perdu en mer. Et tous les gens que j'ai côtoyés depuis 20 ans maintenant, partout au Tuamotu ou ailleurs, racontent les mêmes histoires et sont persuadés que, effectivement, ils ont été sauvés par leur Taoura, ils ont vu se manifester ce requin familial. De l'autre côté, vous avez un effet négatif de la religion qui est donc l'effet néfaste, destructeur. Donc soit le Taoura va attaquer les ennemis, comme je disais tout à l'heure, soit il fait couler les pirogues, soit il va avaler les hommes, et là il y a cette fonction de monstre. Les Taoras, on les retrouve sur les tatouages anciens. C'est pour ça que le tatouage, on explique toujours aux jeunes que c'est un acte qui est tabou, on ne doit pas se tatouer n'importe quoi sur la peau, surtout quand il s'agit de ses ancêtres. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, le tatouage constitue une armure symbolique où vous avez sur votre peau vos ancêtres qui vont se battre avec vous dans la vie quotidienne. Et ça, les All Blacks chez Maori le savent très bien. Hein. Voilà, donc l'armure symbolique, c'est vraiment là où il y a les Taoras sur votre peau, ils sont gravés sur votre peau, donc du coup, ils sont présents pour vous aider dans le quotidien. Donc on ne doit pas graver n'importe quoi sur la peau. Deuxième chose, on peut graver également les Taoras dans la pierre, et dans la pierre, ce sont tous les nombreux pétroglyphes, donc ces glyphes qui sont gravés dans la pierre, qui sont partout en Polynésie, notamment beaucoup là où il y a des grosses pierres, parce qu'en Tuamotu, il n'y a pas tous ces pétroglyphes-là, c'est-à-dire aux Marquises, où là vous avez deux exemples aux Marquises, donc c'est la pierre tortue, avec des pétroglyphes de tortue, mais aussi de tout un tas d'animaux fabuleux, et vous avez donc soit un requin-baleine, soit, enfin, après on ne sait pas trop, hein, donc un gros poisson. Voilà, ce qu'il faut comprendre avant qu'on détaille les Taoras, eh bien, c'est que ces notions-là, elles sont partout dans le Pacifique. Elles ne sont pas que polynésiennes, comme par exemple le mana, c'est pas un terme polynésien, c'est un terme qui est mélanésien. Et donc du coup, vous voyez que c'est un ensemble des Océaniens qui ont cette même vision de la religion ancienne à peu près, avec bien sûr quelques variantes suivant les archipels. Et donc on va terminer donc cette discussion sur les Taoras. De quel Taoura il s'agit? Donc là aussi c'est très intéressant, et après je pense que vous pourrez vous exprimer sur vos expériences personnelles. Déjà, comment on perçoit le Taoura? Eh bien, on va percevoir le Taoura avec ses organes d'essence en tant qu'humain. Du coup, avec la vue, on va voir ce Taoura, donc on va voir sa forme visible se manifester, soit un événement de la nature, un nuage par exemple, soit un animal particulier. Je disais que les plantes ici, c'est extrêmement rare. Hein. Également, on va entendre
avec les oreilles, du coup, les sons. Les sons, ça peut être un vava, un grillon, un cri d'oiseau, un cri de moko ou l'aboiement d'un chien. Également, vous avez parfois l'odeur donc, qui peut être une odeur de hawapiro, de décomposition de cadavres, ou au contraire, une odeur qui est plutôt plaisante, c'est-à-dire un parfum de fleurs, notamment les fleurs de poa ou de tiare tahiti. Là aussi, c'est des choses qui sont tout à fait connues ici, aujourd'hui. Hein. Dès qu'il y a cette manifestation, vous avez une odeur particulière qui est amenée par le vent, et ça dépend aussi du vent. Hein. Et quelque chose qui est extrasensoriel, alors que les gens assimilent à du mana ou ce que vous voulez, je ne sais pas, voilà, c'est très complexe. Ce sont toutes les sensations corporelles qui vont être déclenchées par ces esprits, notamment une sensation de froid, de frisson, de taratara, chair de poule, le sentiment quand vous vous étranglez par derrière, ou un souffle particulier que vous allez ressentir, mais également vous pouvez percevoir ce taura qui vient vous parler en rêve, hein, ou alors vous pouvez très bien avoir une vision de ce taura. Et enfin, eh bien, vous pouvez aller jusqu'à cette sensation, qui est la sensation malheureuse de possession. Alors là, on n'est pas dans la possession diabolique, on est dans la possession d'un esprit familial. Très compliqué la différence entre les deux. Alors, évidemment, on va commencer par le haut. Du coup, vous avez ces créatures ailées, qui sont les manous. Eh bien, il y a de nombreux oiseaux qui vont servir de taura. Je vous rappelle qu'autrefois, les oiseaux étaient évidemment les manifestations d'abord des dieux. C'était souvent des hattas, des formes visibles des dieux. Vous avez les hattas de Taharwa, de Tu, de Oro, etc. Chaque dieu, donc, avec son hatta, qui était un oiseau. Pourquoi? Parce que comme les dieux, eh bien, ce sont les seuls animaux à pouvoir se déplacer dans le ciel des dieux. Du coup, c'est normal que c'était des images des dieux. Et donc, du coup, les plumes d'oiseaux avaient une importance extrêmement capitale dans la religion ancienne. Et vous pourrez apprécier dans ce magnifique musée, justement, les objets qui sont en plumes aujourd'hui, qui ont été sauvegardés et qui sont des objets extrêmement sacrés qui sont arrivés jusqu'à nos jours. L'oiseau donc peut être pris aussi pour un taura. Donc vous avez par exemple sur la toile de Rangiroa l'oiseau Oio, qui était le taura de l'ancêtre civilisateur Oio, qui est parti de Vavao, donc de Bora Bora, et qui a été peuplé la zone de Vaituri, donc qui est au sud-est de Rangiroa, qui s'est appelé du coup Vavao Nui. Vous avez aussi l'oiseau Torea, qui est donc le taura d'un hati, d'un clan du sud-est de l'atoll de Rangiroa. Bon, vous avez tout un tas d'oiseaux qui sont de symboles des clans. Et du coup, chaque fois qu'on voit cet oiseau, alors surtout l'oiseau Torea, vous savez que c'est un oiseau qui est migrateur, et vous savez que les morts, autrefois, ils reviennent qu'à une certaine saison se montrer. Donc du coup, ça correspond au cycle des oiseaux migrateurs. Également, vous avez le chant du coq, Moa Oni, donc qui est vraiment un tapao, un signe qui peut annoncer quelque chose. Alors là, on n'en parle pas souvent, mais c'est très important pour les taura. Tous ces insectes, manu manu, étaient considérés comme des représentations, soit des dieux, soit des esprits. Donc vous avez ce terme de mauriuri, qui donc est plus ou moins un grillon qui va émettre un son strident, qui est censé être un esprit, donc un maori, qui va délivrer un message. Vous avez aussi le maori qui est un bruit, donc le chant du grillon, donc c'est vraiment l'action, ce son qui émane de cet animal. Alors vous avez aussi le rio, donc le ringo en pomotu, ou marquise io, donc quand on dit pas io, ce taura, à mon avis, ça vient de là, hein, c'est-à-dire que c'est une évolution de ce terme, du petit insecte qui va émettre un bruit aigu, ou de l'esprit d'un mort, particulièrement un enfant, donc, ça peut être aussi un être qui est possédé par un esprit défunt. Vous voyez que là, dans ce terme-là, on a toutes les définitions du taura. Vous connaissez bien sûr le peretei, donc du coup, qui est un grillon qui chantait autrefois dans une pirogue. Si ce grillon-là chantait dans une pirogue, vous aviez intérêt à rebrousser chemin, parce que sinon vous alliez vous noyer. Également, le peretei, donc ce grillon, était symbole de guerre. Du coup, c'était aussi un protecteur. Donc, dans les forêts, justement, on protégeait les femmes et les enfants lors des guerres. Les papillons, également, même si c'est pas très méchant,
eh bien, sont aussi des êtres qui contiennent des esprits, notamment le Purehua, donc ce gros papillon nocturne, le sphinx. Eh bien, c'était le Taura, un Taura très important du Ngati Tangihia, donc un clan très important qui était sur la tombe de Anna autrefois. Et ce symbole-là est très puissant aussi. Hein. Donc, si vous le voyez, eh bien, c'est effectivement l'ancêtre qui est de ce clan-là. Vous avez deux papillons, donc un papillon nocturne, le Pepeha, qui donc, correspondait au Ata du dieu tout, bon, peu importe, ou d'autres papillons qui sont importants, mais qui étaient plutôt une émanation des dieux, mais pas d'esprit. Alors vous connaissez tous les Taura terrestres, notamment le chef de file de Taura terrestre, c'est le Uri, le chien qui est un animal domestique, hein, mais qui est parfois un animal sauvage. Vous avez le Pua'a, aussi le cochon, surtout il sert beaucoup de païoïo aux marquises, hein. C'est un cochon qui peut aller nager des kilomètres et des kilomètres dans les traditions. Donc c'est un symbole très important. Vous avez également le mo'o, le lézard, qui est un rampant, qui est important aussi parce que tous les lézards symbolisent l'intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des morts. Ils sortent des fissures, des trous, donc du coup, ils sont beaucoup plus liés à la mort qu'à la vie. Également, vous avez le veri, le scolopendre, et vous avez le kaveu, donc, qui est un crabe de cocotier, notamment sur les Tuamotu, sur les atolls surélevés, qui est très puissant également. Alors évidemment, dans cette salle, il y a des gens qui vont parler de ce chien Pihoro, qui est le Taura de la lignée de Teva, à Tahiti. Vous connaissez, je pense, tous l'histoire de Pihoro, qui donc était un chien noir de grande taille, Taura de la lignée de Hotutu, qui était une princesse entre guillemets de Vaiari, et de son allié, son mari, qui était donc Temanutunuu, qui était un hari très important du lieu où on se trouve ici, donc à Naouya, donc, qui était le fief du clan des Oropa'a, qui après a été un petit peu chassé et qui est migré beaucoup vers les Cook et la Nouvelle-Zélande. Également, dans les mémoires de Marautaroa, donc on trouve que ce chien-là, c'est par son intervention que le dieu requin qui était venu voir cette princesse de Vaiari, Hotutu, qui est un dieu qui s'appelle Varimatauhue, bon, eh bien, il a compris qu'il devait rentrer puisque le chien débarquait et que c'était évidemment le symbole des Oropa, donc il devait rentrer. Vous voyez, c'est un signe très important qui a même déterminé beaucoup de relations matrimoniales. Et dans l'ensemble de la Polynésie, on retrouve ce chien, alors Pihoro ou d'autres chiens, hein, qui est vraiment le chien protecteur des familles et qui est vu comme un taura. On a même un bas-relief au marquise que vous avez en bas, la photo d'en bas. Bon, c'est un chien évidemment, c'est pas un lama, comme les gens disent, c'est un chien. Il n'y avait pas de lama ici. Et puis les Américains du Sud ne sont pas venus ici, c'était l'inverse. D'accord? Un deuxième chien important, c'est Toahiti Rere, donc, qui est le chien Taura d'une famille de Bora Bora, qui était gardien des falaises et des précipices. Et donc, du coup, il était sur les parois de la montagne Paia et il veillait sur les pilimatos, ceux qui montaient dans les grottes, tous les restes Iho, je vous ai parlé tout à l'heure, des ancêtres. Et puis, également, sur la petite île de Meetia, où j'ai travaillé, eh bien aussi, vous retrouvez l'effigie de Toahiti, ce chien. Quand les Espagnols ont visité l'île en 1774, eh bien, ils ont vu démarrer avec justement énormément de poteaux, de Unu, qui portaient cette effigie de chien. L'aboiement du chien, évidemment, est un présage et donc est censé être protecteur des hommes. Yeah. Alors, le Veri, le scolopendre, eh bien, c'est le Taura aussi de nombreuses familles, mais c'est aussi une divinité des tatoueurs. Vous avez notamment sur l'île de Bora Bora, la grotte de Anau, qui est justement, il y a toute une histoire très intéressante où ce pauvre Veri qui était petit était adopté par ses parents qui étaient des chefs de Anau et ils l'ont abandonné, donc du coup il s'est retrouvé dans cette grotte, il a grandi et il s'est devenu un monstre qui a tué donc, beaucoup de gens. Hein. Voilà, donc vous voyez qu'il faut faire attention à son taura, il ne faut pas l'abandonner, il faut lui donner des choses à manger et à boire. Également, un taura très important et qui est très très puissant, tous mes informateurs des Tuamotu depuis 20 ans me disent que le plus puissant le plus puissant tuputupua des Tuamotu, c'est le kaveu, le crabe de cocotier.
Il se trouve qu'au Tuamotu de l'Ouest, eh bien, Paul Otino avait compris, enfin, a recueilli que ce taura, qui était nommé Heiau, était un crabe de cocotier dont l'esprit était censé résider à Kaukura. Donc toute la zone du Mihiroa, si vous voulez, était sous l'influence de cet ancêtre crabe de cocotier. Sur l'atoll de Hana également, où j'ai travaillé, eh bien, le kaveu est un tout de poids de nombreuses familles et ses effets sont redoutables. Et parfois, encore aujourd'hui, dans des pratiques dites de sorcellerie, enfin, ça, il faudrait faire vraiment une conférence là-dessus, eh bien, c'est très utilisé ce kaveu. Un deuxième crabe, qui n'est pas un crabe de cocotier, mais qui est un crabe para, eh bien, lui est un crabe empoisonné, qui est nommé Terei Efa, vous connaissez sûrement ce nom, qui est le taura de l'ensemble de l'Anguiroa, et qui est censé habiter dans une grotte à Vahituri, donc dans la zone de Vavaunu. Alors on pourrait parler jusqu'à demain de tous ces ancêtres, donc du coup les animaux marins qui sont sous forme de requins, donc c'est un individu, c'est le chef de file des taura, et vous avez les tortues, vous avez les baleines, vous avez les dauphins, la raie et les murènes. Parfois des pieuvres, mais c'est beaucoup plus vers Tikopia ou vers la Mélanésie, les pieuvres. Alors les taura requins sont évidemment le chef de file, du coup. Ces requins sont possédés par des esprits des ancêtres, mais ils étaient censés ne pas faire mal aux membres de leur famille et surtout de les secourir ou de les porter sur leur dos, le cas échéant, ou de les saisir entre les mâchoires pour les mener au rivage. Ça, c'est ce qui est expliqué dans l'ouvrage de Te Roi Henry, donc, qui est une compilation qui date de la christianisation. Par Anguiroa également, le requin taura, qui se nomme Avili Matai, est rattaché aussi à ce clan Oio. Donc vous voyez que c'est un clan qui avait beaucoup de taura, mais évidemment, comme c'est un clan qui est souche et qui a donné de nombreuses souches après Anguiroa, eh bien, ce Attila, ce Oio, était très important. Il habitait le centre d'un courant, donc ça on va le revoir. Et Anna également, le requin Parata, était le taura de de nombreux clans. Mais il n'y a pas que le requin Parata, il y a d'autres requins également qui étaient importants sur cet atoll-là. Alors, pour l'histoire des requins, vous avez certains qui connaissent ce nom de Heitarauri, qui est un homme requin qui donc, a été élevé par deux requins dans une grotte, et du coup, eh bien, petit à petit, c'est ça qui se passe dans les mythes, cette capacité de métamorphose de l'homme à l'animal. Et bien du coup, cet enfant va devenir un requin lui-même et il va être tellement important avec ses performances guerrières qu'il va finalement être le chef des requins de Bora Bora. Vous avez d'autres requins à Bora Bora, le Tamawi, qui est un garçon qui va lui aussi être transformé en requin, et sa présence donc, était annoncée par le jaunissement des feuilles du banyan, par exemple. Et c'était le protecteur de tous les clans, rattaché au marais Marotekini, qui a été le centre d'un grand réseau, qui est devenu après Whareroa, et qui était aussi important que le réseau que l'on parle aujourd'hui de Tapu Tapu Atea. Donc à certaines périodes, le requin taura de Bora Bora, tel que Maui ou Paupa, il se retrouvait dans cette passe, et du coup, cette présence était signalée aussi par des oiseaux, par des nuées d'oiseaux, qu'on appelle effectivement, ce phénomène est appelé Taimanu. Alors les requins sont également des taura protecteurs, et ce sont des gardiens, souvent, des grands courants marins qui sont connus. Alors aujourd'hui, vous avez, ça c'est une carte de Otino issue des années 60, tous les noms des courants qu'il a recueillis autour des atolls du Mihiroa, donc Rangiroa, Tikehau, Ataiva, Kaukura. Et vous voyez que chaque sens de courant a un nom, il y a un pou, donc un point de puissance du courant, et chaque fois qu'il y a un courant, eh bien, il y a un requin protecteur qui va défendre justement cette voie maritime. Donc finalement, ces requins sont devenus des tanifas, des monstres marins, qui vont être des gardiens de ces courants qui étaient appropriés et nommés. Les taura baleines, bon, mais là, vous connaissez tous, il y a eu ce fameux magnifique film néo-zélandais de Whale Rider, donc Paikea, qui raconte cette histoire de la migration de Paikea depuis cette zone de Tahiti, la zone, je parle pas de l'île, jusqu'à Aotearoa, sur le dos d'une baleine.
Et cette histoire est extrêmement belle, mais il y a d'autres histoires de baleines, comme le mythe de Caë, donc, qui est issu, encore une fois, désolé, de Bora Bora. Vous avez Taura Puhi, donc c'est Taura Puhi, vous avez notamment Matirohe, qui est très connu comme Tuputupua de nombreux clans des Tuamotu, au centre des Tuamotu, ou alors une petite murène noire qui est connue aussi sur la terre de l'Anguilla. Vous avez Taura Tortue, alors là il y en a d'innombrables également. On a vu à travers les pétroglyphes et à travers la religion ancienne que ces tortues étaient extrêmement importantes. Un animal sacré. Sur l'île de Bora Bora, vous avez une pierre tortue, donc, qui est Rofaironou, qui symbolise, si vous voulez, un ancêtre fondateur de Davao. Et à travers cette pierre-là, et ces tortues, qui sont les représentations du dieu Taroa, eh bien, ces tortues vont être imprimées sur la pierre et sont le symbole de toute une origine, d'un ancêtre originel. Parfois, vous avez des anguilles, s'il y en a de Mataya, ici, eh bien, vous avez le lac Vaelia qui était occupé par un clan et qui révérait donc Tuna, qui était l'ancêtre mythique d'un clan, de ce lac Vaelia, qui a été promis, enfin, en tout cas, qui voulait rester avec cette pauvre Hina, mais le problème c'est que cette anguille était un monstre abominable, et donc Hina ne voulait pas du tout de lui, et du coup, il y a toute l'histoire que vous connaissez, où elle va emporter la tête décapitée de Tuna et être à l'origine du cocotier. Ce mythe de l'origine du cocotier à partir de Tuna, eh bien, il est partout, le même dans tout le Pacifique. Il n'est pas que en Polynésie. Vous avez aussi, pour les anguilles, le mythe de Ku'enui de Nukuhiva et Ku'eiti de Fatuhiva, donc, qui est rattaché donc, à cette notion de Tamifa, donc toujours de gardien des rivières ou des lacs. Et bon, il y a tout un tas d'histoires, le mythe est très intéressant et va toujours exprimer les mêmes choses. Donc du coup, pour conclure, si vous voulez, ce Taura va être le symbole d'appartenance à un clan, à une famille, mais une famille originelle. Et parfois, aujourd'hui, eh bien, il y a des familles qui ne connaissent plus leur Taura, et c'est pas une honte. On a eu des élèves qui ont recherché leur Taura et qui étaient exaspérés parfois parce qu'ils n'ont pas leur Taura, mais tout le monde ne connaît pas, évidemment, son Taura. Mais il y a quand même beaucoup de survivance. Cet animal totémique est entouré d'un certain nombre d'interdits, on ne va pas le tuer, le manger, le respecter, donc c'est utile pour l'éducation aussi pour les enfants, de façon à protéger certaines espèces, faire comprendre aux enfants qu'on ne va pas abîmer son taura, on ne va pas le tuer, le chasser, le pêcher. Eh bien c'est important pour la protection également des espèces, et les enfants sont les premiers défenseurs justement de l'environnement, une fois que c'est parfaitement clair chez eux. Ce taura va se manifester physiquement, ou alors en rêve, on l'a vu. Et du coup, son rôle de gardien protecteur familial est retenu aujourd'hui, et c'est justement cette attaque attaque entre guillemets, que l'on a décidé d'utiliser pour l'éducation dans ce collège-lycée de Bora Bora, qui a eu énormément de succès. Et là, on est en train justement de préparer un film où justement tous ces enfants vont pouvoir s'exprimer, et leur famille bien sûr, à Bora, mais aussi dans toute la Polynésie, que j'espère on pourra présenter au FIFO dans 2 ans. Voilà, je vous remercie. Je vais vous laisser la parole. Pour l'allumer. Est-ce que vous avez des questions déjà ? Ça ferme alors. Ça m'éteint. Je sais pas. Oui, là-bas. Attends, te mets pas trop de... Bonsoir tout le monde. Merci pour la présentation. C'est très intéressant. Ma question peut paraître un petit peu stupide, mais comment on fait pour connaître son taura quand on vient de 2 familles qui viennent de familles qui ont probablement tous des tauras différents?
Oui, merci. Je vais juste répondre, mais vous pouvez répondre aussi. Hein. On dit souvent que comment vous connaissez? Bien parce qu'un jour il va se manifester à vous. Ça, c'est la première chose qui sort dans les. Vous avez toujours une occasion ou une autre où votre Taoura va se manifester, puisqu'on est vraiment dans ce registre de l'inconscient, de l'invisible. Hein, voilà. C'est ce que les gens répondent souvent, surtout les plus anciens de tous les archipels. Après, il y a d'autres raisons, et surtout le fait, comme je disais tout à l'heure, que beaucoup de familles ont oublié leur Taoura. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, vous avez un clan originel, qui est le Ngati Souche, donc forcément comme Oyo, donc, qui est vraiment l'ancêtre civilisateur de Rangiroa. Mais après, au fur et à mesure de la segmentation des lignages, eh bien, ça complexifie énormément les choses. Et donc, du coup, il n'y a que les branches aînées qui vont garder finalement le nom de leur Taoura. Et après, dans la dilution des Hati ou des clans, des Opufeti, etc., plus il va y avoir une segmentation des Hati, plus ce nom risque plus ou moins de disparaître malheureusement de la tradition. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Et après, évidemment, quand vous naissez, vous avez le Taoura du côté de votre maman et le Taoura du côté de votre papa. Voilà. Du coup, c'est très complexe. Voilà. Mais justement, grâce à ça, il y a quand même énormément de gens qui connaissent encore, parce que ça a été transmis, parce que c'était quelque chose qui était très important, surtout au début caché aux missionnaires, parce qu'il ne fallait pas en parler, mais on s'empêchait quand même, on ne s'empêchait pas de transmettre, y compris la façon dont ils se manifestaient. Test. Ah, ça fonctionne? Vous pouvez peut-être répondre aussi, hein, si... Oui. Alors, je voudrais te répondre. Donc, moi, j'ai grandi avec ma grand-mère maternelle. Donc, elle vient de l'atoll de Hereretoué. Voilà, donc c'est une île qui est très préservée. 12 habitants. Donc, je suis allée en 1993. Et voilà, moi, j'ai eu une manifestation avec un espadon. Voilà, donc normalement nous on est des paratas, voilà, donc ma grand-mère explique, voilà. Ce qui est bien, c'est quand on a nos grands-parents qui sont encore là, donc ils peuvent raconter, voilà. Moi j'avais ça comme accompagnement pour ma culture pour Mutu. Donc voilà, j'ai eu ma grand-mère pour des réponses au niveau de tout ce qu'il y avait sur mon atoll, voilà. Tatoué, mais si c'est pas le nôtre, quel Je suis pas Dieu. Non, par contre, autrefois, c'était carrément catastrophique. Tu pouvais n'avoir que ton tatouage de ton Taoura à toi, mais c'était ton ancêtre qui était censé te défendre. Aujourd'hui, déjà, on est dans un monde pluritantique, entre guillemets. Hein, eh bien, normalement, tu dois avoir que ton ancêtre que tu connais. Hein. Voilà. Si tu veux respecter les règles du tapu, maintenant, après, voilà. Alors, au fait c'est par rapport à ce que tu disais sur le tatouage, donc pour répondre un petit peu. C'est juste un exemple d'une histoire qui s'est déjà produite aux Marquises. Et du coup, la dame qui m'a parlé de ça, elle m'a dit qu'au fait, un animal, là l'exemple c'était la tortue. La tortue est forcément le taoura, le payoyo d'une famille, une famille existante. Et à partir du moment où on se tatoue l'animal, qu'il soit ton taoura ou pas, dans le respect, normalement rien ne se passe. Par contre, si l'intention, et là en l'occurrence par exemple ce qui avait été fait sur un jeune homme, c'est la tortue a été, comment tu dis, tournée en dérision, c'est-à-dire que son sexe était visible, donc ça a été pris comme étant un manque de respect vis-à-vis non seulement de l'animal, mais vis-à-vis des familles dont c'était le payoyo. Et il s'est manifesté des choses plus ou moins négatives qui a été mentionné dans la conférence. Il a failli devenir fou. Il a fallu du coup tout un rituel
pour apaiser le Taura et pour remettre les choses dans l'ordre. Tu vois? Donc je pense qu'il y a aussi la notion de respect, de conscientiser les choses et de ne pas tourner ces animaux-là en dérision. Lorsqu'on changeait de famille ou de clan, est-ce qu'on récupérait les Taura du nouveau clan lorsqu'une femme se mariait, par exemple, dans un clan qui n'était pas le sien? Est-ce qu'elle ramenait son Taura avec elle ou est-ce qu'elle changeait de Taura? Normalement, vous ne pouvez pas changer de Taura. Hein, donc, comment dire, si vous voulez, c'est extrêmement lié à la transmission orale de l'histoire familiale. Il y a des familles qui étaient surtout les branches aînées ou cadettes, dont la transmission était extrêmement sacrée. D'ailleurs, encore aujourd'hui, si quelqu'un se trompe dans la récitation, elle est censée contracter une maladie surnaturelle et en mourir. C'est encore aujourd'hui quelque chose qui est connu. Hein. Enfin, en tout cas, les gens l'interprètent comme ça. Cette transmission orale de l'histoire familiale des clans, surtout des plus prestigieux, était quelque chose de tabou, et donc tous les gens étaient formés pour ça. Évidemment, vous doutez bien que c'était les aînés donc le Matahiapo pour la branche masculine, et dans la communauté des femmes, ce qu'on ne dit pas assez souvent, c'est que là aussi, chaque fois, il y a une personne, donc l'aînée féminine, qui la Tekura, ou on parle de Tapairu aussi, et bien cette femme la plus âgée avait là aussi une fonction de la transmission dans les familles pour l'histoire féminine. Et notamment toutes les histoires donc, qui sont des affaires de femmes. L'éducation des jeunes filles, etc. Mais ça, on n'en parle jamais, on parle toujours des hommes, mais jamais de la fonction de transmission orale dans le cercle des femmes. Un enfant issu de plusieurs clans avait plusieurs Taura. Oui. Oui, mais alors là aussi, on revient à la parenté. C'est un peu anthropologique, je suis désolé, mais c'est la structure de la société qui voulait que quand la définition d'un hati ou d'un hati, c'est un groupement de parenté dit cognatique, c'est-à-dire que vous allez non seulement être descendant d'un clan, mais vous allez choisir votre affiliation par la résidence. Donc le hati, ça associe un principe de résidence et de descendance. Donc vous descendez du Taura au Iyo, si vous êtes de Rangiroa, mais par contre vous décidez d'habiter à Anna, eh bien vous perdez vos droits sur y compris la transmission de ce Taura. Vous comprenez? Et c'est aujourd'hui tout ce qui est le casse-tête, notamment en foncier, parce qu'il y a des gens qui se disent originaires de là, mais ils ont perdu leurs droits parce qu'ils ne sont plus dans la définition du hati original, évidemment, pas aujourd'hui. Hein. Eh bien, ce principe du hati n'est plus respecté. Vous voyez, descendance, mais surtout résidence. Et donc, vous connaissez la prescription trentenaire, si vous disparaissez, voilà, il va l'adopter, mais en fait, c'est son propre fils, de sang, hein, d'accord? Donc, cette institution, elle est très importante. Donc, du coup, dans cette histoire de descendance et de sanguinité, eh bien, du coup, un enfant, enfin, un mot peut tout à fait hériter d'un Taura par son affiliation. Vous voyez qu'il y avait des règles très strictes, mais c'était quand même des choses, bon, il y avait des institutions pour contourner les traditions. Enfin, le PO, enfin, Oui. Les Taura n'ont pas été abordés dans l'archipel des Australes. Est-ce que c'est parce que l'évangélisation était un peu plus sévère là-bas? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? L'évangélisation était un peu plus sévère. Les Taura n'ont pas été abordés aux Australes. Oui. Est-ce que c'est parce que l'évangélisation était un peu plus sévère? Non, je suis désolé. Mais à Culpa, c'est le seul archipel où je n'ai pas encore été travailler. Et il me tarde vraiment d'aller travailler aux Australes. Hein. Mais effectivement, évidemment, il y a les Taura. Et il y a des îles, évidemment, où
la christianisation a été beaucoup plus rude qu'ailleurs, dans d'autres villes. Et je sais, j'ai énormément de textes sur Raibape. Et là, on a énormément de textes sur ça, de choses qu'il faut décortiquer, mais il faut des années encore pour... Voilà, donc du coup, il y a beaucoup d'histoires, mais je sais qu'à Rulutu, notamment, ça a été particulièrement violent, et il y a beaucoup de choses qui ont été effacées, bien que encore beaucoup de familles aient leur lien avec les ancêtres. Mais évidemment, ces choses-là existent partout. Il n'y a pas que... J'ai répondu à ta question? Oui, merci. Rana mai whare nei tai te pō maruru me te. No te nei wau a pro ta oe tu mai. I moi mātou nei, mea mai te ro me whahe hia. Te whahui me me oe mātou tu mātou para maruru mai te. Tā ui rā. I rutu i te wau a pro na oe tu mai. Wa whaau no hia mo anuna. Te ia nei. Ai tu i te ho tua no te vai, no te tai, no te vero, no te pateri, ere ane taura o trapo mo katura, e ui rā nota, na ora e hapa una. E ere taura e tapau. O te ana pāhono nā tūtiro te titoa. No te mea e tāpa ora, te aura, e ere i te e riro e taura. Du fait que ça. Pour tout le monde, donc papa il demande si donc les éléments de la nature tels que la mer, la rivière par exemple, ou encore le tonnerre, le vent, est-ce qu'ils sont des taura? Donc il disait que ce sont donc des tapoya, des signes. Oui, tu vas traduire. Oui, en fait, ces éléments de la nature sont des phénomènes qui sont des personnifications. Donc, c'est des dieux autrefois. Le tonnerre, Patiri, c'est des Atua. Et Taura. Taura, c'est un ancêtre familial. D'accord? Mais là, ça n'a rien à voir avec les familles, c'est clairement des Atua, c'est au-dessus, hein, c'est loin. Les dieux qui vont faire le tonnerre, qui vont faire tomber la pluie, qui vont faire grossir la rivière et casser la rivière, etc. Donc ça, c'est vraiment les dieux de l'eau aussi, très important, on n'en parle jamais, mais cette eau, elle vient justement de l'eau des dieux, c'est uniquement une histoire de dieu, mais pas de famille. Voilà. Papa, te ia mo tapo no te matai, no te ua ane, no te vai, no te tau, e mo tapo ia te ia no te mau watua, ta e ia i te mau taura. No te whaite ane, no te whaite ane hoi ohi pa e tupu, aurira no te e tapo o hoi e tra no te atua. O ni hui tana tatara, te pau, e wawahi atora. Te pape, nene te pape paru. Te pape, nene te ona e wawahi, o i te tātou te he pai tupu, ai te maoro anei, i te pāno te ahupo. Tiri anori o i ui tuai, te i maui a, no tu mea, nene he te pape paru, paru i tātou i pui ha. Aurera, paru i tātou, ai te tātou o e
ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'évolution du terme Taura. Autrefois, il y a les Atua, tout ce que j'ai cité, les Atua, Aitu, Tutupua, qui sont les esprits de la nature, et les Taura qui sont des ancêtres familiaux. Voilà. Et aujourd'hui, comme les Atua ne sont plus Atua, c'est Teatua qui est là, et Teatua est censé aussi faire tomber la pluie, hein, comme autrefois les dieux de la pluie ou les dieux du tonnerre étaient censés donc déchaîner les éléments. Et quand il y avait une inondation, comme on peut les connaître aujourd'hui, c'était toujours vu comme la sanction des dieux, parce qu'on avait commis une faute. Notamment le cyclone des Cuero qui a fait 500 morts en 1903. Eh bien, les gens, j'ai été enquêté là-bas à l'époque, enfin pas en 1903, mais du coup, les gens racontaient que c'est parce que c'était la campagne à la plonge, les gens étaient taero, ils avaient beaucoup bu, c'était des gens de Rao, enfin qui n'étaient pas de Ikuero, et du coup, ils ont fait boire la mer, entre guillemets, ils ont donné de l'alcool à la mer, et là, les dieux se sont déchaînés. Et on était en 1903, dans un monde chrétien. Donc du coup, on voit l'évolution de ces éléments, mais il y a le contrôle des éléments qui était autrefois dû aux multiples dieux, à toi, ou au tour de poids pour le corail, etc., ont été remplacés par Teatua. C'est parce que c'est la volonté de Dieu aujourd'hui qu'il pleut ou qu'il ne pleut pas. Enfin, normalement, à moins que, voilà, je ne sais pas, après c'est une question que je pose, est-ce qu'il y a encore cette croyance qu'il y a autre chose qui fait tomber la pluie ou qui fait déborder? Motupuna, nenhe rato e whaua, nenhe tō rato e tape ai tiu. Maramarama mai te rato i ta oe pahonor a, e te hamaruru ta me hoi a oe, e horo oe puro ai te te. Maruru mai te. Bonsoir tout le monde. Le pouvoir détaillé aussi profond et ça, comment dire, ça nous confirme également sur les différents mots que tu as posés et ça nous permet également d'avoir une structure. Parce qu'effectivement, nos ancêtres vont juste nous dire voilà notre tabac, voilà notre pourquoi, mais comment ça se fait, on ne sait pas. Maintenant, juste pour relater l'histoire par rapport à ce qu'il disait, à Kokura, nous on a alors là tu viens de dire que c'est un tapon, hein, et ce tapon-là, il s'appelle le Touton, je ne sais pas si... Et justement, Touton, ça revient également au temps où je pense que peut-être il y a des anciens ici. Il y a ce chant-là, en fait, on n'entend plus, hein. Mon grand-père, qui justement, il n'y a pas longtemps, est décédé, il nous racontait cette histoire. Il fut un temps où il y avait toujours les guerres entre clans, d'où après ce partage en quatre, Haripaya, on le sait bien. Et donc, c'était à Kokura. Et il y avait une de Kokura en fait qui est restée avec un de Hana. Et donc elle savait en fait que les Tarata étaient en train d'arriver à Kokura. Et donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé le lieu en fait. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un festin. Donc, pour se défendre, parce que c'est pertinemment que quand les Tarata arrivent, c'est des signes il n'y a plus de vie en fait. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, ils se sont armés de courage. Et donc, ils ont préparé un festin. Et donc, les nappes, les plus grandes nappes, en fait, ils ont glissé pour le plat, en fait. Donc, ils ont servi devant, donc ils sont arrivés. Sauf que les locaux,
par rapport en fait, vers le roi Pomori. Nous savons aussi que le roi de Pomori venait de là. Oui. Maintenant, donc ils sont arrivés à Kanahan. Et comme le roi Pomori était de Hanan, il savait en fait que ce guerrier-là, il est volant. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son loup. Donc il a tué le guerrier qui a fait après toutes les guerres entre clans. Donc il a fait comme un genre de décret pour que voilà, toutes ces guerres-là s'arrêtent. Donc c'est juste pour en revenir à cette histoire. Le fait que c'est un tableau. Et c'est pas resté que là. C'est même allé à la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait un de nous qui avait justement cet accord. L'Irakien. Je pense que peut-être qu'il y en a qui. Ah mais je ne sais pas comment ça a été raconté. Mais moi je vais vous raconter. On m'a raconté. En fait, ils sont arrivés à un moment donné, ils étaient en cercle. Oui, mais. Pour eux, c'était fini. Et il y avait un justement, un politicien qui était là, qui avait cet accord. Et en fait, il a dit non, c'est pas fini. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit on va tous enlever les couteaux. On va prendre le couteau. Dès qu'on touche, et on sent que c'est la peau, c'est un de nous. Dès qu'on touche, c'est un tricot. Eh bien, grâce à ces deux gens, il est devenu, ils ont gagné. Alors qu'ils étaient peu nombreux pour pouvoir faire face à tout ça. Par contre, voilà, moi je connais aussi les noms de Mutaoura aussi. Côté de Maman. Et par contre, je ne sais pas retourné de ce Taoura-là. En fait, parce que d'après ma mère, il y a eu 2 enfants qui sont venus au monde mais qu'on n'a pas voulu d'eux. On les a vus et ils se croient pas. Et la mère est venue à les appeler. Mais alors t'as un, il est venu, son corps est requin et il a raté sa tête. Comment tu peux appeler ça? On sait très bien qu'un tableau est venu par un animal. Et sauf que là, il a la tête de l'humain, mais il a son corps on veut l'envoyer en fait. Alors, oui, là tu racontes quelque chose qui est très important, c'est tous ces récits guerriers qui malheureusement autrefois étaient le lot quotidien entre guerre et alliance. Toutes les îles ont connu des batailles, des guerres, des conflits, et justement, il y a toujours la façon dont on raconte ces choses-là. On parle du guerrier qui est géant, comme Onoura, Moeava, ou Patira, c'est Kaitola. Pourquoi on parle de géant? Parce que c'est leur pouvoir, leur mana, leur efficacité à la guerre qui est magnifiée. Donc forcément ils sont géants, mais ce n'étaient pas des vrais géants. C'est le mythe qui décrit ces gens comme géants parce que justement ils ont des pouvoirs extraordinaires, parce qu'ils sont très efficaces à la guerre, et ça a été des héros où ils ont parfois fracassé tout le monde, comme Onoura qui a été jusqu'à Hawaii, à Hawaï pour faire la guerre. Donc c'est des ancêtres qui sont illustres, et forcément ça va dépasser cette dimension de héros familial, puisque ça devient un héros national, voire international. Du coup, cette magnification de ces prouesses guerrières, elle passe par le gigantisme, elle passe par des
des actes extraordinaires, comme ne pas avoir de tête, etc. Et effectivement, donc, au Tuamotu, on parle de Tuputupu. Alors, je n'ai pas entendu parler de Taura parce que je ne vais pas assez dans le Mihiroa. Mais en tout cas, c'est comme à Fakarava, par exemple, où il y a des héros guerriers qui sont des Tuputupua. Mais Tuputupua, c'est effectivement des ancêtres qui sont magnifiés, donc ils se manifestent par leur prouesse, par les traces qu'ils ont laissées sur les tapao, encore sur le terrain, etc. Hein. Mais aujourd'hui, et là on voit à quel point la tradition s'est transformée, où on a perdu donc toutes ces notions religieuses qui ont disparu ou ont été reléguées, et du coup aujourd'hui on garde que les performances guerrières pour le souvenir qui font la fierté de certaines îles. On garde des héros dans chaque île pour le souvenir de ces lignages-là. Hein. Et ça c'est très intéressant, et on peut même le mettre en danse, le danser, faire des spectacles, et ça entretient la mythologie locale, hein, les histoires locales. Mais c'est très important, et donc c'est souvent des personnages, aujourd'hui on entend ça, oui il n'avait pas de tête, il a été géant, ça paraît fabuleux, mais c'est forcément des histoires fabuleuses, hein, dans les mythes. Et malheureusement, encore aujourd'hui, on dénature les mythes, hein, qui sont des histoires sacrées, ou des histoires très importantes, et on les présente sous forme de légendes, qui sont des histoires pour enfants, alors qu'au contraire, il y a toute la culture, toute l'histoire qui est dedans. Sauf que c'est dans un temps qui est fabuleux, et un temps qui est magnifié, qui est arrangé, et qui paraît bizarre comme ça, mais ça correspond vraiment à des événements historiques. Y compris les gens qui n'ont pas de tête, les Moeava, les Patila qui étaient géants, c'était un personnage qui avait existé aussi. Tu vois? Donc du coup, et ce que tu disais au début, pourquoi on ne connaît plus notre histoire, là aussi je dis toujours, c'est pas votre faute, c'est que d'une part il y a eu plusieurs couperets. Le premier, c'était celui de la christianisation, où les gens ne devaient plus parler de leur histoire, même si les gens continuaient à parler en famille. C'est pour ça que le cercle familial, ça n'a rien à voir avec la sphère sociale. Hein, donc du coup, ces choses-là se sont parfois gardées en histoire locale, mais on a interdit de parler de ces choses-là. On a interdit de chanter, on a interdit de danser. Hein. C'est pas une critique, c'est l'histoire, hein, qui est comme ça. Deuxième chose, c'est le contact avec les Blancs qui a introduit des maladies atroces qui ont fait disparaître parfois des populations entières. Aux Marquises, 4000 personnes, à Rapa Nui, 23 personnes qui restaient sur des populations qui étaient très nombreuses. Comment voulez-vous garder votre histoire si les gens sont morts? Comme c'était une société à tradition orale, les récits ne sont plus, la transmission n'est plus effectuée parce que justement les gens sont morts, et du coup on fait ce qu'on peut, ce qu'on a. Donc, et je trouve qu'il y a encore énormément de choses qui ont été transmises grâce aux cercles familiaux. Vous connaissez tous, c'est la conspiration du silence, où on ne va pas aller dire ces choses-là, et les Taura sont un sujet tabou parce que justement c'est des histoires familiales, et c'est des histoires qui ont été interdites on interdisait de parler de ça autrefois, et je me souviens à Bora Bora, il y a une maman, une grand-mère d'un élève qui est venu, et elle a raconté ça aux enfants, et il y a des enfants qui sont mis à pleurer tellement c'était beau ce qu'elle disait, parce qu'elle leur racontait qu'on interdisait tout ça, et que c'est comme ça, et donc du coup ils n'avaient pas le droit d'en parler, mais elle en parlait quand même à ses enfants et ses petits-enfants. Mais dans cette sphère familiale. Vous voyez qu'il y a une différence entre la famille et où on garde des choses secrètes et tabou, et la sphère sociale, on est bien passé pour le voir aujourd'hui. Hein. D'accord? C'est compliqué la transmission, mais c'est pas une honte de ne pas savoir son histoire, parce qu'elle a beaucoup disparu. Parce que c'était justement lié à l'oralité, et il y a des endroits comme aux Marquises où, par exemple, ce personnage qui est Karl Reinstein a relevé des choses, il est passé à ce moment-là parce qu'il y avait encore beaucoup de choses, mais après les gens ont continué à mourir. Et lui s'est resté à l'écrit ou dans des gravures, etc. Mais c'est des choses qui ont été sauvées par-ci, par-là. Hein. Comme au Tuamotu, on a très peu de motifs de tatouage. Mais on en a. Il faut les chercher. Il faut bien les chercher. Oui, mais c'est l'histoire. Mais il y a énormément de choses. Et alors,
nous, quand on n'a pas quelque chose, par exemple, je sais pas, Kaukura, imagine qu'on ne sait pas un truc sur Kaukura, eh bien on va par comparaison chercher ailleurs. Par exemple, les comparaisons des noms de lieux, les toponymes, les Oafenua. Eh bien, s'il y a les mêmes partout, les noms des marae, s'il y a les mêmes à Kaukura, à Ana, à Fakarava, on sait que c'est les mêmes lignages. Pareil pour les noms des îles, je termine, les noms des îles qui vont migrer et qui vont montrer le sens des migrations à droite à gauche. Donc du coup, les gens étaient extrêmement mobiles, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et ça, c'est à cause de la parenté, là encore. Que là, ça revient alors à l'édifice des marais. On a retrouvé des liens avec donc certainement aussi des clans qui a eu des associations de clans et tout cela. Sinon, je veux juste terminer le parole qui m'a aidé justement lorsque j'avais 3 ans. Lui, c'est un cheval, hein? Enfin, c'est un de nos ancêtres. C'est un de nos ancêtres qui était rentré dans un cheval. Un cheval. Ça c'est un talent. Voilà. Et donc, quand j'avais 3 ans, j'étais vraiment malade. Je pleurais à partir de 14h de l'après-midi jusqu'à 6h du matin. Et ma mère, à un moment donné, elle disait que c'est comme si elle a appris vraiment préparé, ils allaient pleurer, donc elle me demandait quand il était arrivé, il a signé. Et donc, un jour, elle a entendu dans les glissements d'un cheval. Il a entendu qu'on voulait dans les coups. Et donc, le lendemain, pour dire que ouais, il y a ce lien en fait dans la famille. Le lendemain, ma mère disait à mon père, emmène-nous chez ma grand-mère. Donc en arrivant chez ma grand-mère, disait que en fait, elle a rêvé de Taïwan. Et donc elle a rêvé de Taïwan, de bébé en fait. Qui avait plein de sang en fait. Et donc pour elle, lui il a achevé en fait l'ennemi qui était sur moi. Et depuis là en fait, j'étais plus malade. En fait, c'était la voisine. La voisine avait jeté le vendredi à dimanche, buvait. Et comme mon grand-père est de Louis, lui, il m'a jamais dit non, je te donne pas parce que tu te mets à bord, mais si tu viens me voir le lundi matin pour un sachet de sucre ou un sachet de riz. Et sauf que ma grand-mère, les tambours, était arrivée dans le vendredi, et donc elle a entendu ça. Donc le lundi, la voisine est venue. Donc la grand-mère lui a dit c'est la voisine. Je ne veux pas avoir du sucre. Là, la grand-mère lui a dit tu crois que le vendredi à dimanche. Et nous, on ne fait même pas ça. Donc lundi, tiens, tu penses que tu as besoin de ça. Et tu crois que je vais te donner. Et ça là, en fait, voilà, ça a pris. Donc elle a jeté un sort. Et donc c'est ce talent-là qui m'a aidé en fait. Sinon, je ne sais plus de ce monde en fait. Il s'appelle Tahibela. Et lui, c'était Tambour. Voilà. Malolo. Oui, Malolo. Yorana. Alors, on a bien compris que les croyances, les pratiques ont été descendent jusqu'au... Ça fonctionne plus? Si. Bon. Plus près? C'est bon? Oui, donc je disais que on a bien vu que les pratiques, les croyances remontaient jusqu'en Océanie. Ma question c'est, est-ce que des recherches ont été poussées jusqu'aux pratiques, aux croyances des peuples amérindiens? Si oui, est-ce qu'il y a des similitudes?
Et si oui, est-ce qu'on pourrait penser qu'une petite partie du peuplement viendrait d'Amérique latine? Et si oui, est-ce qu'on pourrait penser que finalement le chien sculpté était un lama? Ah oui, c'est par rapport à la photo. Alors, oui, pour répondre rapidement à cette question un peu compliquée, parce que faudrait avoir plusieurs disciplines à son actif. Il n'y a pas que les représentations artistiques qui sont des gravures sur la pierre, des objets, des approches archéologiques, linguistiques. Aujourd'hui, on a la génétique. La génétique qui montre que les Polynésiens, non seulement ont été les plus grands navigateurs de la Terre, ils ont traversé le Pacifique de part en part, mais en plus, ils ont été chercher la patate douce en Amérique du Sud. D'accord? Et ça, on peut l'affirmer aujourd'hui par la génétique, en sachant que dans les populations andines, il y a des gènes de Polynésiens et des génomes qui sont quand même très importants. Donc ça veut dire que les gens étaient jusque là-bas, évidemment ils se sont mariés là-bas, enfin, ils ont fait des enfants, etc. Donc il y a une empreinte génétique. Le problème de l'empreinte génétique, c'est que ça ne donne pas le sens de migration. Sauf qu'on sait quand même que, alors il y a des possibilités, donc il y a les théories qui disaient autrefois que les gens venaient d'Amérique du Sud, mais aussi que de l'autre côté ça s'est fait d'Asie du Sud-Est vers l'Est. Hein. Du coup, on sait aujourd'hui que la colonisation a été faite dans ce sens-là, ça n'empêche pas qu'il y a pu y avoir des contacts de l'autre côté. Hein. Mais en tout cas, les migrations dominantes ont été faites c'est montré maintenant par cette génétique, par la linguistique également, par tout un tas de choses, des vérifications archéologiques également. Aller dans le sens où ce sont les Polynésiens qui sont partis de cette Asie du Sud-Est, et qui, j'ai pas dit de Chine, hein, Asie du Sud-Est, qui sont partis et qui sont allés vers l'Est. Pourquoi? Pour une raison très simple. Eh bien, c'est ce que disait monsieur tout à l'heure, hein, parce que c'est grâce aux éléments naturels, c'est-à-dire le vent, on va toujours aller contre le vent pour pouvoir revenir chez soi, donc vers les Alizés, donc vers les Alizés. Vous savez qu'il y a une inversion de mois de l'année. Et deuxième chose, on va partir parce qu'on va suivre quoi? On dit toujours les Polynésiens naviguent aux étoiles, mais c'est surtout on navigue à la course du soleil. On va aller d'est en ouest parce que c'est la course du soleil qu'on appelle Te Ara Matua Tua. C'est pas pour rien, le chemin des ancêtres. Hein. Donc voilà, ça c'est des simples raisons, mais après, aujourd'hui on dit ça, peut-être que dans 20 ans on dira autrement. Mais en tout cas, de plus en plus, on est de plus en plus persuadés que ça s'est fait dans ce sens-là. Il y a eu forcément des contacts aussi d'Amérique du Sud, forcément. Mais s'il y avait eu une population qui était venue là longtemps, on aurait trouvé de l'or, on aurait trouvé des choses, voilà, tu comprends, hein. Alors, j'ai été à Rapa Nui aussi, vous avez des choses quand même qui sont bizarres à Rapa Nui, hein, donc qui ressemblent au mur des Incas, etc. Donc, voilà. Aujourd'hui, on sait qu'avec la science qui progresse de jour en jour, ça se fait dans ce sens-là plutôt. Pourquoi? Parce que les populations polynésiennes ont été chercher le Kumara. On dit Kumara là-bas aussi, là-bas au Pérou, hein, enfin, au lac Titicaca. Hein. Et là, heureusement, la génétique a montré aujourd'hui que ces navigateurs polynésiens étaient vraiment des sacrés navigateurs. Et ça doit faire votre fierté, et on n'en parle pas assez. Et peut-être que les jeunes, on essaie de les motiver sur ça. Hein. D'accord? C'est mon idée à moi. Maintenant, je ne suis pas archéologue, je ne suis pas linguiste. Voilà. C'est l'expérience que j'ai de ce sens-là. Hein. Et faire toujours très attention au comparatisme. Alors, tu parlais de ces taouras, cette notion, cette relation à l'invisible, elle est partout dans toutes les sociétés traditionnelles. On appelle ça le chamanisme. Des chamans, il y en a partout dans toutes les sociétés. Des gens qui vont communiquer avec l'au-delà, avec des peaux, avec des entités qui ont existé, que ce soit des entités naturelles ou que ce soit des personnages familiaux, des chefs de clan qui ont existé. Donc la relation, c'est ça l'anthropologie, hein, c'est justement faire le lien de tous les peuples pour comprendre ce qui se passe. Il
il y a des notions qui sont humaines, on est des humains tous, et on a la même peur au début le ciel nous tombe sur la tête, etc. Tu vois? Et les gens ont tous la même façon de regarder les étoiles. Vous savez que Matali'i, les Pléiades, c'est un calendrier qui est dans toutes les sociétés traditionnelles, que ce soit aux Indiens d'Amérique, que ce soit au lac Titicaca, que ce soit n'importe où. Ces Pléiades sont l'horloge, enfin le repère saisonnier de toutes les sociétés sans écriture. Et on pourrait en parler jusqu'à demain comme ça. Il y a tout un tas de repères qui sont universels. L'interdit de l'inceste, tout un tas de choses sont des choses universelles. Et c'est ce qui fait le fondement de l'anthropologie, où on peut comparer les choses. Et on peut expliquer, parce que d'abord, c'est une façon de la pensée humaine qui va penser de la même façon. On a tous peur, on va commencer à se mettre dans des grottes parce qu'on a peur des monstres, etc. Autrefois, il n'y a que le feu pour éclairer la nuit. Donc déjà, le feu va projeter des ombres qui sont très menaçantes. Et les gens ont peur, ont les mêmes peurs. Hein. Et ça, c'est passé dans l'inconscient collectif après. Donc c'est une sacrée aventure en tout cas, et c'est une aventure dont il faut être extrêmement fier aujourd'hui. Et ce musée le montre encore une fois. C'est un magnifique musée. Il y a tout un tas de choses sur les pirogues, sur la navigation, et c'est fabuleux de voir ces objets-là aujourd'hui, parce qu'on ne pouvait pas les voir avant.